Et je suis ravi de retrouver dans ce studio, parce que c'est la première de l'année. On est un peu à la bourre pour faire l'émission de rentrée de bande dessinée, mais j'ai Fabrice de la librairie Les Bulles de Vienne en face de moi. Fabrice, salut. Salut Jean-Michel, salut à tous. T'as oublié qu'il fallait parler. Il faut parler dans le micro. Ça fait tellement longtemps, voilà. Alors, comme on sait qu'il y a des rentrées littéraires au mois d'août, septembre pour la littérature, moi je me rappelle que tu m'avais dit que pour la bande dessinée il y avait des rentrées littéraires un peu tout le temps, parce que ça sort toute l'année, de janvier à décembre. Ouais, c'est ça. Globalement, la rentrée littéraire de fin août, elle s'arrête début décembre, donc et toutes les semaines il y a des gros titres qui arrivent. Il y a les blockbusters, mais il y a aussi tout plein de coups de cœur, de choses qu'on n'a pas vraiment vu venir, et c'est souvent ça qui est intéressant, c'est la diversité. Mmh. Ouais. Alors on va parler de 6 albums aujourd'hui pour rattraper un peu le temps perdu, et on va démarrer par le choix de Sarah, je crois. Oui, c'est Sarah, oui, tout à fait. Un album qui s'appelle Saudade de Vincent Turane. Aux éditions Sarbacane, c'est bien ça, oui, c'est le coup de cœur de Sarah. Alors, c'est pas étonnant que ce soit le coup de cœur de Sarah, parce que ça parle de cinéma. Et dès qu'on parle de cinéma, c'est un peu la deuxième vie de Sarah. Après la librairie, c'est le cinéma. Donc, Saudade, c'est un auteur, Vincent Turane, qui avait déjà fait une bande dessinée qu'on avait beaucoup aimée chez Sarbacane, qui est un éditeur avec qui on a des relations un peu privilégiées, comme souvent, qui fait surtout de très beaux albums. Et Saudade, c'est l'histoire d'une jeune femme, Alma, qui gère un cinéma dans une petite ville balnéaire, et qui va programmer ce film Saudade pour les 50 ans de ce film dans ce petit cinéma de quartier. Elle vit avec son compagnon. On comprend qu'elle a une formation de réalisatrice dans le cinéma. Et qu'à un moment donné, il se passe quelque chose dans sa vie pour qu'elle ne soit plus derrière la caméra, mais qu'elle présente les films. C'est une vraie fiction, enfin je veux dire, le film Saudade n'existe pas. Je pense qu'il n'existe pas, j'ai pas été jusque-là, mais c'est le fil conducteur de toute l'histoire. C'est que régulièrement, il y a des passages du film qui vont rappeler ce que sont en train de vivre tous les protagonistes, et ils sont nombreux dans cette histoire. Donc il y a, je l'ai dit, Alma qui gère ce cinéma, avec son compagnon qui s'appelle Rio. Il y a Luz qui est la jeune ouvreuse, et il y a Scardo qui est un petit peu le petit jeune à tout faire. Voilà, ça c'est les personnages qui travaillent dans ce cinéma. Et Scardo est très amoureux de Luz, si ce n'est que il sait pas comment lui dire. Luz est en pleine rupture sentimentale, donc et voilà, il a envie de lui dire, mais il veut pas profiter du moment qu'elle est en train de vivre. Enfin voilà, pour lui, ça lui pose des questions, donc il va se rapprocher de son patron qui lui dit vas-y, essaye. Au pire, tu te prends un râteau, voilà. Ça, c'est vraiment l'histoire de fond de Saudade, qui correspond un petit peu d'ailleurs au film qui sont en train de passer. Et en parallèle, il y a une deuxième histoire, parce que ça reste un polar quand même, cette histoire de Saudade. 2 flics ripoux qui montent un casse avec 2 bras cassés. Et le casse se passe pas très bien. Les 2 pseudo-bandits en fait vont se planquer dans le cinéma, planquer leur magot dans le cinéma, et toute l'histoire va être autour de la récupération de ce magot, de ces flics pourris, de ces 2 bras cassés, de Guignol, et de tous ces protagonistes du cinéma. Cisco et Micha, c'est ça, les 2 bras cassés. Alors Cisco, c'est le petit terrible teigneux. Micha, c'est une brute épaisse qui ne parle pas. Voilà. Et on va les suivre dans leur aventure dans ce cinéma. Et au fil de l'histoire, il y a la projection de ce film, Saudade, et ça ramène à ce qu'on est en train de vivre dans l'histoire. Encore une couverture très jolie pour cet album, mais ça on a l'habitude avec Sarbacane, tu l'as dit tout à l'heure, il soigne vraiment le package en fait de la bande dessinée tout le temps. L'intérêt de Sarbacane, c'est qu'on peut dire qu'ils n'ont pas une collection formatée, que chaque album a sa propre existence, donc sur le format, sur les couvertures, sur le dos toilé, enfin voilà, chaque album est un objet, et chaque album et chaque couverture en fait est adaptée à l'histoire. C'est devenu une grosse maison d'édition en matière de bande dessinée, Sarbacane, depuis quelques années. Non, c'est pas une grosse maison d'édition. Ça représente combien de titres à l'année pour Sarbacane, à peu près, en sortie ? Je dirais en bande dessinée, comme ça, entre 25 et 30. Donc c'est vraiment... Ah, c'est pas tant que ça. Non, c'est pas ça, mais à chaque fois, ils nous font des petites pépites. Donc c'est vrai qu'on en parle assez souvent.
Voilà, là ça s'appelle Saudade de Vincent Turane, qui est à la fois scénariste et dessinateur. Ça vient de paraître, j'imagine, début septembre, je crois. Oui, c'est ça, au fin août, au début septembre. La bande dessinée s'appelle Hélène de Windhorn. De quoi s'agit-il? C'est le choix de qui? Charlotte? C'est le choix de Charlotte, mais ça aurait pu être aussi le choix de l'équipe. Donc, Hélène de Windhorn est un comics, c'est une bande dessinée américaine. C'est une histoire à un tome, c'est de la dark fantasy, voilà. On nous dit que c'est à la croisée du Magicien d'Oz et de Conan le Barbare. Je trouve que l'éditeur tient ce type de propos, et c'est tout à fait ça. C'est quand il y a le côté très fantastique et absolument magnifique du Magicien d'Oz, et ça coupe pas mal de têtes à la Conan. Donc voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Hélène de Windhorn, en fait, c'est l'histoire. Au départ, moi j'ai beaucoup aimé la narration, parce qu'au départ c'est une vieille femme, Madame Appleton, qui raconte sa vie. Elle est interviewée par un journaliste qui est en train de la questionner, et elle raconte sa vie. Et en fait, elle a été contactée par quelqu'un pour récupérer sa petite fille. C'est Sika Cole, qui était un écrivain de pulp, qui était en rupture avec son père, donc a quitté la maison, a fait sa vie, et il a une fille. Ce gars vient de mourir. Et ce grand-père se pose beaucoup de questions de ce qu'est devenue sa petite fille. Alors sa petite fille a 16 ans. Et va donc demander à cette Madame Appleton, quand elle est très très jeune, de la récupérer, de la ramener au manoir de Windhorn et de faire son éducation. Donc elle accepte cette mission, elle va dans cette petite ville des États-Unis essayer de récupérer pour elle cette gamine, elle a que 16 ans. Et très très vite, les différents contacts qu'elle a dans la ville font penser qu'elle a l'air assez terrible quand même, cette adolescente. Et tant et si bien qu'elle va finir, parce qu'elle fait tous les bars de la ville, elle a des ardoises dans tous les bars de la ville, et elle finit par la récupérer en prison. Elle la sort de prison, elle la ramène au manoir de Windhorn, un manoir immense de 600-700 pièces, et elle commence à faire son instruction en sachant que le grand-père n'est pas là. On ne sait pas où il est. Et un jour, alors qu'elle fait des cours, qu'elle suit ses cours dans le parc, ils sont attaqués par une espèce d'entité monstrueuse. Et là surgit le grand-père, en espèce de Conan avec une épée pas possible, et qui massacre cette espèce d'entité. Et donc on comprend vite qu'en fait ce manoir de Windhorn est la porte vers un monde parallèle. Avec plein de créatures avec étranges. Plein de créatures. Et ça nous ramène au père de cette adolescente qui écrivait des romans, et en fait au fur et à mesure qu'elle va découvrir ce monde parallèle, elle se rend compte que son père y a été, parce qu'il décrit ce qu'il y a dans ce monde parallèle. Voilà. Et donc va se créer un lien avec ce grand-père qui est quand même ardos, hein, c'est quand même pas un enfant de cœur, le grand-père non plus. Et voilà, et on bascule, ouais, comme le dit les éditions Glénat, d'un truc absolument merveilleux, très magnifique à la Magicien d'Oz, et puis à côté de ça, il y a une vraie tuerie. C'est vraiment des dessins très beaux. Alors tu parlais de comics, là c'est vraiment oui, effectivement des dessins de comics, mais il y a beaucoup de pleines pages apparemment dans Alors ça c'est des chapitres qui font penser à des magazines pulp, hein, comme il y avait à l'époque de Conan, ce genre de choses, avec des grands guerriers hyper bodybuildés, des épées pas possibles, et qui sont très très belles d'ailleurs ces illustrations. Alors la dessinatrice, c'est une dessinatrice, Bilkis Evely, qui est brésilienne, qui a beaucoup travaillé pour le comics et pour DC notamment. Elle a eu un Eisner Award justement il y a pas très longtemps, là en 2025 de mémoire. Et elle avait fait notamment un Supergirl qui était absolument génialissime. Et le scénariste, c'est Tom King, qui est un maître absolu du scénario du comics. J'aimerais que tu nous dises un mot quand même sur Tom King, justement, parce que moi j'ai vu qu'il avait participé à un Batman, apparemment. Oui, c'est quelqu'un qui est scénariste sur de nombreux personnages. Alors tu sais, aux États-Unis, les créateurs ne sont pas maîtres de leurs personnages, donc du coup un scénariste peut travailler aussi bien sur un Batman qu'un Justice League, voilà. En général, ils sont plutôt affiliés à une maison d'édition. Lui, il est plutôt chez DC, voilà, ou des éditeurs indépendants comme pour ce Hélène de Windhorn. Et c'est une histoire à un tome. Voilà pour Tom King et cette bande dessinée donc qui a beaucoup plu à Charlotte. Hélène de Windhorn, c'est chez Glénat. Alors je me suis laissé dire aussi qu'il y avait une édition. Alors, comme je sais que tu aimes beaucoup toi avoir ça en magasin, une édition sans doute un peu limitée, une édition de prestige. Alors, qui m'a l'air d'être en noir et blanc. C'est un format un petit peu plus grand et c'est en noir et blanc, oui, tout à fait. Et c'est
c'est quoi l'intérêt? Parce que je pense que ce type d'histoire, en tout cas, c'est uniquement mon avis, c'est mieux en couleur. Qu'est-ce que En général, le noir et blanc intéresse les gens qui sont passionnés de dessin. Parce qu'on voit nettement mieux le trait de l'illustrateur, on voit vraiment plus son travail en fait. Des fois la couleur peut écraser pas mal de choses. Je suis absolument d'accord avec toi que par rapport à l'univers un peu fantastique qui est créé, les couleurs ont un vrai sens. En plus, on est vraiment dans des... Enfin, moi ça me fait penser notamment même que la couve, on n'est pas loin des univers à Mucha. Il y a quelque chose dans les teintes qui fait très art déco, tu vois. Et le noir et blanc, c'est essentiellement quand on veut vraiment voir le travail d'un illustrateur. C'est vraiment pour les fans, on va dire. Pense, mais le grand public va se contenter de la version couleur qui a l'air vraiment très réussie et très belle. Ça s'appelle Hélène de Windhorn et c'était le choix de Sarah des Bulles de Vienne. De Charlotte. Non, de Charlotte, pardon. Ah, voilà, rappelle-nous juste le titre de la bande dessinée. C'était Hélène de Windhorn. De Windhorn, ouais. Publié par Glénat, c'était le choix de Charlotte. Le choix de Mike maintenant, alors ça va être un peu plus cool. C'est une histoire qui me paraît vraiment très intéressante et très belle. Bordeaux-Shanghai, de deux auteurs dont on parlera juste après, mais à côté sur le site de l'éditeur, qui est, je ne sais même plus d'ailleurs, Grand Angle. Bambou Grand Angle, oui. On me dit Bordeaux-Shanghai, histoire complète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une histoire en un tome. Ah, c'est tout? Oui, c'est pas un recueil de plusieurs tomes? Non, voilà. non. D'accord. Voilà. Alors, Bordeaux-Shanghai, de quoi s'agit-il? Bordeaux-Shanghai, c'est une histoire d'auteurs qu'on connaît bien à la librairie, qui sont venus souvent, on a reçu aussi à la radio, hein, c'est Marc Eggersol. Ah oui, c'est celui qui chronique des films sans les avoir vus, c'est ça? C'est tout à fait lui. C'était son début de carrière, en effet, Marc. Et Amélie Causse, qui est une de mes toutes premières cliente à la librairie et qui est devenue illustratrice et qui fait de la bande dessinée. Qui est une locale alors? Qui était viennoise, oui, tout à fait. Aujourd'hui, elle s'est un petit peu exilée en Savoie, mais voilà. Et donc, c'est des gens qu'on aime beaucoup. Hein, et donc là, c'est le coup de cœur de Mike. Hein, je les ai pas influencés, voilà. Mais Bordeaux-Shanghai, comme on le voit sur la couverture, sur le site, on va parler du vin. On sait que beaucoup de châteaux bordelais ont été achetés par de richissimes investisseurs chinois. Donc c'est un petit peu cette histoire-là au départ. L'histoire d'un homme d'affaires chinois qui s'est acheté un petit domaine à Bordeaux, mais c'est pas un grand cru non plus. Voilà, c'est du très bon vin, mais c'est pas un grand cru exceptionnel. Et puis il a un fils, un adolescent, qui est plus un adolescent, qui est plutôt un jeune adulte, qui est le stéréotype du branleur. Papa est pété de thunes, donc je fais connerie sur connerie. Je dépense son argent. Je vais jouer, j'ai des dettes de jeu à Macao, enfin la totale. Et à un moment donné, on comprend aussi que la mère n'est plus là. Elle est décédée quand il était assez jeune, donc il reste que tous les deux. Et à un moment donné, le père n'en peut plus et l'envoie donc dans son domaine à Bordeaux pour l'éloigner de toutes les conneries qu'il fait à Shanghai ou à Macao. Il prend ça pour une punition. C'est une punition pour lui. C'est clairement une punition. Hein. Voilà, du vin, il n'en a jamais bu, il ne sait pas ce que c'est. Et il va en fait superviser ce domaine. Et voilà. Donc il arrive, lui, un domaine... en région bordelaise, ça signifie la mer, ça signifie le surf, ça signifie le cabriolet décapotable. Enfin voilà, c'est vraiment une tête à claque. Et puis petit à petit, il va rentrer dans son rôle. Et puis il va surtout rencontrer une jeune œnologue qui gère ce domaine. Bon, on comprend qu'il joue le tombeur, hein, parce que quand t'as de l'argent, quand c'est facile, enfin ça a été toute sa vie. Hein. Bon, il va se faire renvoyer dans ses 22, mais il va insister un petit peu. Et puis, surtout, elle va lui apprendre ce qu'est le vin. Et donc, la leçon de cette histoire, c'est que, comme pour le vin, comme pour l'amour, faut prendre son temps. Voilà, tout n'arrive pas comme ça, et il faut faire des concessions, et puis il faut apprendre. Et donc, c'est une construction d'homme, en fait, cette histoire. Et voilà, donc on a bien aimé, c'est du bon feel good, ça fait du bien. Moi, je connais pas grand-chose dans le vin, mais de façon assez didactique, elle explique beaucoup de termes qu'on emploie tous les jours. Les gens, ce vin de la cuisse, ce genre de choses. Là, elle t'explique ce que c'est, donc c'est assez intéressant. Voilà, puis cette histoire d'homme, ça a bien plu à Mike.
Bah, ça m'étonne pas. Mike vient de fêter ses 30 ans. Voilà, il se construit aussi. Et non, mais ça fait du bien par les temps qui courent, ce type d'ouvrage. Parce que ça m'a l'air d'être très, très beau, très joli, une jolie histoire, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut aussi, des moments donnés, pas avoir que des bandes dessinées ou des romans trash, noirs, qui nous rappellent notre quotidien difficile, de monde post-apocalyptique, parler de la guerre, de l'économie, enfin voilà. De temps en temps, c'est comme aller au cinéma, on peut aller au cinéma juste pour un peu poser son cerveau et passer un bon moment. On passe un bon moment en lisant cette bande dessinée. Voilà, c'est ce qu'on appelle du feel good. Qu'on soit un grand lecteur de BD ou pas un grand lecteur de BD, on a tous quelque chose à y prendre. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire qu'il a trouvé sa voie, ce jeune fils de milliardaire, avec le vin? Alors le vin et l'amour en même temps, quoi. Bah là, il faut le lire jusqu'au bout. Ah, c'est ça. Combien de... Et quand on dit feel good, en général, les fins, elles sont sympas. C'est ça. Combien de pages à peu près? Je vois pas. Ah si, c'est assez... oui. C'est assez dense. Hein, c'est assez dense, ouais. Dans les 200... Un peu plus de 200. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Bordeaux-Shanghai, donc on va redire un mot sur les deux auteurs. Cette jeune viennoise qui a migré du côté de la Savoie ou de la Haute-Savoie. De la Savoie, ouais. Amélie Cos. Et puis Marc... alors, je sais jamais comment ça se prononce. Ingersoll. Parce qu'il est d'origine écossaise, je crois. Ingersoll. Et la particularité, c'est qu'il s'y connaît très bien en vin, parce que son papa était négociant en vin dans le Bordelais. Très bien. Donc, il sait de quoi il parle. Voilà, Bordeaux-Shanghai, on vous encourage vivement. Alors même moi, si je ne l'ai pas encore lu, je vous encourage à le lire parce que ça m'a l'air très beau. Et encore là aussi, une couverture qui donne envie, en tout cas. On passe à ton choix, Fabrice. Et on va parler d'une BD qui sort chez Oxymore et qui s'appelle Food Truck War. De quoi s'agit-il ? Alors ça, c'est une bande dessinée bien barrée. C'est une histoire en un tome, mais avec une fin très ouverte. Donc on peut s'attendre d'avoir une suite un jour. Ça peut faire penser, pour les fans de Il faut flinguer Ramirez, dont on attend le tome 3 avec impatience depuis bientôt 5 ou 6 ans. Voilà. Donc ça peut faire patienter ces lecteurs-là. Food Truck War, on va mettre tout de suite de décor. On est dans un New York des années 80. Donc sur la couverture, on a encore les Twin Towers, notamment. Voilà. La violence est telle que la mairie ne peut plus gérer la violence la nuit et a sous-traité la gestion de cette violence la nuit aux Fry Sheriff. Qui sont les Fry Sheriff ? Les Fry Sheriff, en fait, ce sont les responsables des food trucks américains. Donc la journée, ils font des frites et la nuit, ils dégomment tout ce qui... Voilà. Donc on est dans une espèce d'Uchronie, on revisite ça. Et le héros de cette histoire, c'est Ed Palmer. Ed Palmer est un trader. Son père avait un food truck, mais lui, il est sorti de Brooklyn, des bas quartiers. Il est devenu immensément riche, tout lui réussit. Il vit dans une belle tour d'ivoire, un peu une Trump Tower à lui. Enfin voilà. Toujours est-il que quand il arrive au bureau, c'est lui qui réussit tous les super coups. Et là, il a fait une erreur. Son erreur, c'est qu'il aurait peut-être pas dû... Il a un penchant quand même pour les belles filles et il aurait peut-être pas dû coucher avec la secrétaire du patron, ce qu'il a fait. Et il s'est fait piéger en fait. Parce qu'elle a profité de ce moment-là pour lui faire signer des papiers et il a signé les mauvais papiers, il a rien contrôlé. La fille était vraiment plus belle que le contrat qu'il signait. Et derrière, en fait, il s'est mis en péril parce que sa société, qui est la Dark Rock Company, pour se couvrir de malversation, lui a fait signer les papiers comme quoi c'est lui le responsable et il va être recherché. Il va être recherché par la police. Enfin, tout le monde veut le dégommer parce qu'il a fait des saloperies du coup. Et il va trouver refuge dans les bas quartiers, là d'où il vient. Parce qu'il a craché dessus pendant des années. Ouais, parce que c'est un monde, ça se passe à New York, c'est un monde de junkies quand même. C'est le monde de la nuit, c'est le monde ultra violent. Dans les années 80. Ouais, c'est ça. Ça peut faire penser, on a un côté cinéma, nous en France, Les Rues Barbares, tu vois, ce film, d'une violence de junkies un peu partout. Ça fait un peu penser à ça. Et donc, c'est les responsables de food truck qui gèrent un peu la police la nuit. Et lui, il va revenir dans les bas quartiers, se rapprocher de son père, et là, se rendre compte qu'il est mort depuis 1 an. Voilà. Et que la seule chose qu'il lui a laissé, c'est son insigne de Fry Sheriff et son food truck. Et voilà. Okay. Donc, retour aux sources. Et pour s'en sortir, il va falloir qu'il remonte une équipe et qu'il devienne un Fry Sheriff. Voilà. Donc, ça dégomme. Il y a de l'action en permanence. C'est assez décalé. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Alors là, sur le site sur lequel je suis, on me dit que c'est un premier tome. Donc, ça voudrait dire qu'il y en aura peut-être d'autres. Enfin, alors, sur la page... Oui, la fin est tellement ouverte qu'il peut y avoir un tome. Ça, c'est évident. Tu n'as pas envie de t'arrêter là, en tous les cas. Et celui-là s'appelle Fuck the Wonkers.
visiblement. C'est bien ça. Très bien. On peut dire un mot sur les... Alors, c'est pas des Français. Alors, Nicolas Jarry au scénario, si, qui a fait pas mal de bandes dessinées. Après, les autres auteurs, je les connais pas plus que ça. Il y a Eduardo Odino au dessin et Laura Cerruti qui doit être la coloriste, peut-être, ou la traductrice, peut-être. Parce qu'il doit y avoir... Coloriste. Ouais, voilà. Food Truck War, donc Fuck the Wonkers, c'était le choix de Fabrice aujourd'hui. Un petit mot quand même sur Oxymore, qui est une maison d'édition qu'on connaît peut-être pas très bien. C'est une maison d'édition qui s'est créée il y a 2 ans maintenant, qui est une création de Mourad Boudjelal, qui était le créateur des éditions Soleil, qui avait revendu sa maison d'édition au groupe Delcourt pour aller faire du rugby, et il est revenu à ses premiers amours. D'accord, oui, donc il a créé une nouvelle maison. Tout à fait. Très bien, toujours à Marseille ? Non, d'accord. Passons au choix de l'équipe maintenant, de la team. Il y en a 2, alors là ça va être une autre musique. Et c'est apparemment une bande dessinée très musicale, qui est saluée, j'ai vu ça sur le site des éditions Dupuis, parce que c'est chez Dupuis que sort cet album, salué par toute la presse, c'est très rare, j'ai l'impression, en bande dessinée, mais là il y a un bandeau avec des critiques de... Alors c'est pour le retirage déjà de cet album, qui est sorti il y a 1 semaine et qui est déjà en rupture. D'accord. Et donc, oui, parce que les éditions Dupuis sur cet album, qui s'appelle Solideo Gloria, avaient fait un travail de fond important. C'est-à-dire que dès cet été, on avait eu un exemplaire pour le lire. Je pense que du coup, la presse aussi. Ce qui fait que dès sa sortie, en fait, il y a eu un engouement exceptionnel sur ce livre. Moi, je pense que ça sera un des best-sellers de cette fin d'année pour nous, en tous les cas à la librairie, parce qu'on a vraiment adoré ce livre, les 4, qu'on l'a fait lire, qu'on le met dans les mains de tout le monde, que voilà, et graphiquement, et le scénario est absolument génialissime. Les éditions Dupuis ont fait un travail de dingue sur la maquette. Ça se lit à n'importe quel âge ? Oui, enfin, je pense que la thématique intéressera plutôt de l'adulte, mais un ado peut le lire, pas un enfant, parce que c'est assez noir quand même au départ. Il y a un côté très conte traditionnel au départ. On suit 2 enfants, un frère et une sœur, Hans et Elma, qui ont une vie difficile. On est en plein dans le Saint-Empire germanique, donc ça positionne aussi un petit peu l'histoire. Et ces 2 gamins ont perdu leur famille, vont être récupérés par un ermite au fin fond de la forêt. Donc c'est hard comme début de vie, c'est pas facile pour ce frère et cette sœur. Et en fait, cet ermite va au moins leur apporter quelque chose, entre les protéger, les nourrir déjà, ce qui est important à l'époque. C'est surtout qu'il va leur faire découvrir les sons de la nature, et notamment les oiseaux. Et à partir de là, on va se rendre compte que le frère et la sœur ont tous les 2 des prédispositions importantes pour la musique, et que la musique va peut-être être ce qui va les sauver de leurs conditions. Ils vont être récupérés dans un pensionnat catholique, où là on va leur apprendre le chant, et surtout à lire des partitions, à lire la musique, et donc on voit bien le destin de chacun, en fait. On nous dit les plus belles partitions de l'époque. Alors c'est quoi, ça se passe à quelle époque pour le coup ? Eh ben là, t'es au 18e à peu près, je pense, dans ces eaux-là. Et en fait, tu vas te retrouver qu'on voit bien que chacun va avoir un destin différent au niveau de la musique. Alors c'est un frère et une sœur, ils sont assez fusionnels quand même, et on va les suivre de leur enfance jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes. Elle va être une voix cristalline, et donc ça sera le chant. Et lui va savoir écrire la musique et être un compositeur. Et en fait, s'ils ont été récupérés dans ce pensionnat catholique, ce n'est pas pour rien. Alors, ils vont apprendre, tu l'as dit, à lire et à déchiffrer des partitions, peut-être même en écrire. Hans va en écrire, en effet. Voilà. Mais ils vont surtout découvrir la beauté des instruments aussi. Ouais, il y a ça, ils vont faire des tournées, il y a une notoriété autour d'eux, il y a une tournée européenne dans toutes les grandes capitales européennes, dans toutes les cours de la haute bourgeoisie, ils vont devenir des stars de l'époque. Mais en fait... on saura à la fin pourquoi on veut la création de Hans et le chant de sa sœur, ils ont une finalité quand même. J'ai pas trop envie de vous le dire pourquoi. 280 pages. Graphiquement, c'est exceptionnel. D'accord. Exceptionnel. Alors, au scénario, c'est J.C. Devenet. Alors, c'est un scénariste lyonnais qui a eu notamment...
qui a travaillé au tout début avec Loïc Godard, qui est un auteur viennois. Qu'on connaît bien ici. Qu'on connaît bien ici. Et surtout, en fait, au mois de janvier l'année dernière, donc il y a un an, il a eu le prix du public à Angoulême pour son scénario sur la BD Les Météores, avec Tommy Rodolphi au dessin. Et Édouard Cour est un auteur qui avait fait une BD qui s'appelait Héraclès chez Achilleos, assez confidentielle au départ, après qui a beaucoup travaillé dans l'animation. Donc c'est vraiment pour moi c'est vraiment un vrai démarrage pour lui dans la bande dessinée avec celle-ci. Et voilà, c'est sublimissime, c'est absolument magnifique, c'est prenant, c'est tout dans des tons de gris et de noir, les pointes de couleur c'est la musique, donc ce qui fait que quand tu arrives sur des cases avec des pointes de couleur, tu as vraiment l'impression d'entendre de la musique, en fait c'est très très fort. Et c'est un livre qui peut parfaitement concourir dans notre prix que nous avons créé ensemble, bande sonore. Je te confirme qu'il sera forcément dedans. Très bien. Voilà, non mais c'est... ne ratez pas ce livre. Il est beau et le contenu est magnifique, le dessin est superbe, l'histoire est absolument génialissime. Enfin voilà, il y a vraiment tous les ingrédients pour faire un des best-sellers de cette fin d'année. Alors c'est un peu anecdotique, mais je vais vous dire quand même ce qu'en pensent nos confrères de la presse. Pour France Inter, ils disent un bijou, pour Le Monde, sublime, pour Télérama, prodigieux avec 4 thés noirs dans Télérama, pour Arte, ils nous disent quoi, une ode à la musique, et pour les Un Rock, époustouflant. C'est rare quand même qu'un album fasse l'unanimité à ce point. Écoute, je pense qu'il le mérite en tous les cas, parce que des fois il y a quand même aussi des copinages, on va pas se mentir. Là c'est pas le cas. Enfin, en tous les cas, nous on va mettre 4B. Parce que c'est des bulles de Vienne, on n'a pas l'été de Télérama, nous. Mais non, c'est un magnifique ouvrage. Voilà, ne le ratez pas. Et dernier choix de l'équipe, là on va chez le Lombard pour... alors ça m'a l'air assez drôle cette bande dessinée, un peu peut-être de bras cassés aussi. Junior et Senior, on les appelle Junior et Senior, de qui s'agit-il ? Bud Spencer et Terence Hill. Ah c'est ça, le western spaghetti. Complètement. C'est un hommage à ce type de cinéma. C'est donc Robin Recht qui est au scénario. Robin qui avait gagné notre prix Polar à Ascendant il y a quelques années pour La Cage aux cons. Voilà, et Eustache au dessin. Mais on est vraiment dans un gros clin d'œil au film de Bud Spencer et Terence Hill. L'histoire est assez rocambolesque. Donc il y a des faillots partout, il y a des gros pins, voilà. L'histoire, ils sont en tôle parce qu'ils font conneries sur conneries, donc ils sont en tôle. Et pour sortir de tôle, un sénateur un peu véreux leur demande de récupérer dans un orphelinat une enfant qui serait sa fille illégitime, voilà, parce qu'il faut pas que ça se sache. Donc ils acceptent, pour sortir de tôle, ils sont prêts à tout. Il faut juste trouver la bonne. Voilà, le truc c'est qu'ils vont dans l'orphelinat, que dans la chambre il y a 5 gamines et aucune veut donner son prénom. Ouais. Ils partent avec les 5. Et là, elles vont leur mettre la misère. Tout le long du... Voilà, c'est à côté de ça, t'as une gouvernante totone qui gère l'orphelinat, qui leur court après. Un capitaine de cavalerie qui est amoureux de la gouvernante totone. Tu as des espèces de desperados partout. Enfin voilà, c'est le running gag permanent, une espèce de road movie dans l'Ouest américain, et on passe un bon moment. Et à la fois, ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'action et beaucoup de tendresse, parce que voilà, ils sont ces gamines, elles font ce qu'elles veulent d'eux, quoi. C'est absolument génial. Voilà. Western Spaghetti, donc c'est vraiment pour les amateurs. On est complètement dans de la bande dessinée d'humour, l'esprit. Ça se prenait pas très au sérieux, les films de Bud Spencer et Terence Hill. Ah non, c'est sûr. Voilà. On est dans cette image-là et c'est génial. Junior et Senior, donc on les appelle Junior et Senior. Un mot sur les auteurs, Eustache et Recht. Recht, tu viens nous en parler. Eustache avait fait une très belle adaptation d'un roman il y a quelques années, un roman polar j'ai Alzheimer, là, j'ai oublié le nom. Shibumi, qui était un gros pavé absolument génial. Voilà, et oui, des auteurs très confirmés. Très bien. Et ça en appelle d'autres. Je pense que ça appelle d'autres histoires et qui reviendront. Oui, parce que sur le site du Lombard, on me dit Junior et Senior, tome 1. Voilà. Chaque histoire est une aventure terminée. C'est un chouette démarrage en plus à la librairie et ailleurs, pas que chez nous. Donc, il y a des grandes chances qu'on les retrouve après.
Et c'est vrai que tu faisais référence à Bud Spencer et Terence Hill. En tout cas, il y en a un des deux qui fait vraiment penser à Bud Spencer, l'autre un peu moins, mais en tout cas, ça a l'air très rigolo. Et puis moi j'ai feuilleté un peu la BD là sur le site de l'éditeur, les tenues de prisonniers jaune et noir, rayées jaune et noir. Il y a plein de clins d'œil, il y a plein d'autres choses, Dalton, Lucky Luke. Ouais. Enfin voilà, il y a plein de références, à toi de les trouver. Peut-être on va même s'en inventer certainement des références, mais on passe vraiment un super bon moment. Alors quelques petites annonces parce qu'il y a des activités qui vont se passer du côté de la librairie, peut-être même de la Factory. Oui, alors on a dès ce samedi, on reçoit Anne Canton pour le tome 3 de son Jungle Book. Alors Anne est comme Amélie Cause dont on a présenté sa BD Bordeaux-Shanghai, pareil, une de mes jeune cliente qui est devenue illustratrice, donc c'est sympa quand même qu'on avait reçu ici aussi. On avait reçu Anne, tout à fait, donc elle vient pour son tome 3, on avait dit qu'on ferait les 3, on a fait les 3. Le mercredi 15, on va recevoir une auteure roumaine qui est de passage en France et elle va s'arrêter à Vienne 2-3 petites heures de 14h à 17h avant de reprendre son avion pour la Roumanie, qui s'appelle Anna Giulia Benzedi et qui vient pour une bande dessinée qui peut être en jeunesse, qui s'appelle Eline. Et donc voilà, on profite de son passage avec un petit éditeur, Les Aventuriers d'ailleurs, qu'on aime beaucoup, qui fait beaucoup des achats de droits à l'étranger. Elle fait quoi cette jeune femme, dessin et scénario? Non, là elle est juste au dessin. D'accord. Voilà, mais on profite de son passage avant qu'elle reparte à Lyon-Saint-Exupéry prendre son avion pour la Roumanie. Voilà, elle parle très bien français, donc voilà, on peut venir la rencontrer. Et après le samedi suivant, donc ça sera le 18 de mémoire, on reçoit Eric Stanler, qui est un vieux routier de la BD, qui vient régulièrement nous rencontrer, et on est très heureux de le recevoir. Voilà, un petit peu ce qui est dans les tuyaux, et puis après on fera un petit break, parce qu'on aura un gros temps fort qui sera sans d'encre. Eh oui, mais on aura l'occasion d'y revenir. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, voilà, tout à fait. Pour plus d'infos, plus de détails, on va sur les réseaux sociaux de la librairie. Ouais, bien sûr. Merci Fabrice. Merci à vous, et puis voilà, une sélection on se donne assez feel good finalement. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Salut à tous.